Bienvenue, imprudent mortel. Tout d'abord, deux choses. Dans ma boutique Redbubble, je vous avais dit que j'avais déjà des objets à vendre avec le logo de l'émission. Mais j'ai aussi rajouté depuis quelques objets, tels des t-shirts ou des posters, à l'effigie de la mariée emmurée, dont j'avais déjà raconté l'histoire et fait le design. Mais la vidéo que vous vous apprêtez à voir est elle aussi un re-upload de mon ancienne chaîne, et à l'inverse de celle de la mariée emmurée, donc, eh bien, je n'ai rien ajouté de nouveau. Les images sont les mêmes que la fois d'avant. Mais je n'avais que peut-être 4 vidéos qui correspondaient à la description sur mon ancienne chaîne, donc je ne ferai peut-être pas des re-uploads si souvent que ça. Donc approchez-vous du feu et asseyez-vous. Écoutez l'histoire cruelle de la coulrophobie. Souffrez-vous de coulrophobie? Autrement dit, avez-vous, selon l'étymologie, la peur de l'acrobate échassier? Non, je ne fais pas allusion à ceci, mais à la peur du clown. Si c'est votre cas, les images qui suivent risquent de vous crisper. Prenez garde. Mais de toute façon, selon un adage récent, on trouve plus facilement des personnes coulrophobes que celles qui ne le sont pas. Moi, par exemple, je ne le suis pas. Je suis des rares personnes qui, si elles n'avaient pas la moindre idée de ce dont il est capable, ne fuiraient pas devant l'aspect risible du Joker. Avant de trépasser d'une mort affreuse, bien sûr, mais vous m'avez comprise. Mais juste ciel, pourquoi les gens qui souffrent de cette affection sont si nombreuses? Même si personne n'est d'accord, sur quelles sont les phobies les plus courantes? On peut parler d'un effet boomerang, qui commence depuis la nuit des temps, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur la chasse sauvage. Plus en détail, au commencement était le dieu de la mythologie nordique Odin. Non vraiment, le père de Thor et tout. Il ne se contentait pas de rester à Asgard. On prétendait qu'il épiait par les cheminées pour savoir quels enfants se comportaient sagement. Oh non. Après la christianisation, cette image va rester et transformée en personnages bénéfiques tels que Saint Nicolas, le Père Noël ou la fée tante Arié. Ou alors, ils étaient maléfiques quand il s'agit de distribuer les punitions, comme le Père Fouettard, Svartpit ou le Krampus des Autrichiens. D'autres étaient plus ambigus, comme la fée de Noël, Dame Bertha, récompensait les bonnes ménagères et rendait au centuple ce qu'on lui offrait, mais gare aux méchants. Elle aurait mis en pièces un huissier ayant expulsé une famille pauvre. En outre, elle avait l'habitude de garder, dans les plis de son manteau, des âmes délaissées d'enfants morts-nés, de suicidés ou de mâles enterrés. Les folkloristes prétendent que Bertha est une descendante directe de la déesse Frigg ou Freya, femme d'Odin. Ce dernier va se distinguer des personnages des fêtes de fin d'année et se rapprocher des femmes errantes, mais de façon bien moins sympathique. La chasse sauvage était une galopade jadis redoutée de fantômes fautifs en pleine expiation. On parle de courtisanes assises sur des selles incandescentes dans le guide du chasseur de fantômes paru au Préau-Clair. Bon appétit bien sûr. Emportant dans son passage tous ceux qu'elle croisait. Elle pouvait passer aux alentours d'Halloween ou de Noël. Le meneur fut d'abord Odin, puis le roi breton Erla, voire le roi Arthur. Le grand veneur est dans certains cas la fée Holle, Holda ou Perta. Un nom étrangement proche de Hel, déesse des enfers, fille de Loki, et petite fille adoptive d'Odin et Freya. La christianisation diabolisera tout ceci. Le veneur devint Hellequin, roi des enfers, le préfixe Hel est limpide en anglais. Et la chasse fut surnommée la Ménie-Hellequin. Et quel est donc le rapport avec les clowns? On y vient, ces derniers sont inspirés des bouffons, eux-mêmes sont les héritiers d'Hellequin. Se déguisant en personnages effrayants tels que Krampus, Sagatha, ou les hommes sauvages en Suisse,
était commun à Noël ou au carnaval, mais également au charivari que subissaient les époux dont le mariage était contesté, comme les veufs en seconde noces, séparés par une grande différence d'âge, apparentés, voire tout simplement de paroisses différentes. Parmi ceux venus tapager sous leurs fenêtres, le déguisement d'Elquin était courant. Chez les puissants, jusque sous Louis XIII, on connaissait aussi l'escogriffe qui vient vous reprocher vos travers sous couvert de plaisanterie, le bouffon au fou du roi et son bonnet caractéristique rappelant des oreilles d'âne, symbole de bêtise. Son habit aspira la seule carte qui ne sert à rien, sinon à monter leur nombre à 52, de nos jeux, le Joker ou Excuse dans le tarot, qui est aussi dans le divertissement car il est ménestrel. Les costumes grotesques des bouffons et adeptes des charivari commençaient à se porter hors des festivals et les saltimbanques déguisés improvisaient des scénettes qui conduiront au théâtre. Ce dernier n'a pas encore les lettres de noblesse acquises avec Shakespeare et Molière, et les comédiens, encore mal vus, sont des artistes itinérants qui jouent souvent dans la rue. Dans la future Italie, des rôles récurrents apparaissent sur ces scènes improvisées de la Commedia dell'arte. Colombine l'amoureuse, Scaramouche le teigneux, le même qui est cité dans Bohemian Rhapsody, ou le vieux Pantalon. Puis Arlecchino, alias Arlequin, au nom dérivé d'Elquin, avec un masque noir ou une cicatrice et la forme d'une ancienne corne démoniaque. Mais Arlequin et son habit rapiécé, qui est le détail auquel on reconnaît bien plus que le masque maintenant, deviennent sympathiques, tandis que le théâtre entre chez les puissants et qu'Arlequin devient un nom commun de valet, par exemple chez Marivaux. Pulcinella y devient Polichinelle, reconnaissable à ses deux bosses et un habit voyant lui aussi. Pedrolino et son habit blanc devenant Pierrot pour les Français. Watteau contribue à le populariser, tout comme la chanson Au clair de la lune. Enfin, c'est un personnage de l'art de la pantomime, ou histoire sans parole. Jean-Gaspard de Bureau, mime fameux, sera un interprète célèbre de Pierrot. Certes, en 1836, un gamin des rues importunera sa femme et de Bureau, excédé, le tuera involontairement d'un revers de sa lourde canne. Mais il sera acquitté parce que, bof, c'était juste un garnement sans famille. Et du coup, peu de gens ont peur des mimes aujourd'hui. Quoique, quand ces personnages arrivent aux États-Unis au XIXe siècle, Arlequin et Polichinelle inspirent l'Auguste et Pierrot le clown blanc. On dit que c'est Joseph Grimaldi, né en 1778 et mort en 1837, qui assurera la transition. Il commencera par interpréter la Commedia dell'arte, mais ensuite ce fut une version américanisée et moderne. L'Auguste est coloré avec un maquillage lourd et le clown blanc, au visage fardé est élégant, porte un costume pailleté et plutôt que faire rire, joue de la musique, comme Alexis Grus. Ou alors il est sérieux et gronde l'Auguste pendant son numéro. Et oui, personnellement, je préfère les clowns blancs. À noter que ce seront bien plus rarement eux qui susciteront la panique. Qu'ils passent après les numéros sérieux dans les cirques en les caricaturant, ou qu'ils poursuivent les touristes à Coney Island, c'est-à-dire la fête foraine permanente de New York, avec un slapstick ou bâton bruyant, ce seront cependant plutôt les Augustes qui vont s'imposer et gagner les faveurs des enfants. En ces temps d'avant la télévision, ils étaient une distraction commune après tout. Et même le cinéma puis la télé débutante leur rendront hommage, comme Coco des frères Fleischer, Pozo en tant qu'animation, qu'en live entre 1947 et 1962, et Ashizavata dans La piste aux étoiles. Et fort logiquement, McDonald's intronisera le clown Ronald comme mascotte, en 1963. Mais il faut quand même avouer que la première version était effrayante. Certes, il y avait déjà des chlorophobes à l'époque. Il n'était alors pas rassuré par le maquillage lourd, qui bloque le visage humain du clown, et le rend difficile d'accès selon le terme d'inquiétante étrangeté ou de vallée de l'étrange. Il désigne le malaise éprouvé devant une créature qui ressemble à un être humain sans en être un, comme les mannequins, les poupées ou les marionnettes des ventriloques, qui ont eux aussi leur nombre phobique. Enfin, les blagues de clown sont imprévisibles comme l'entartage,
et on peut craindre d'en être la cible. Mais de peur panique à leur point. On pourrait objecter que le Joker existe depuis 1940, mais à l'époque il était avant tout inspiré de la carte à jouer de Conrad Veidt dans le film L'homme qui rit, qui est censé être défiguré par le sourire de l'ange ou joue cicatrisée. Ça explique entre autres qu'il n'ait jamais porté de nez rouge. Mais dans le film, Veidt s'était contenté de ce sourire étrange repris par les auteurs du comics. Une apparence qui ne s'oublie pas de sitôt, mais à part cela, croyez-le ou non, le Joker n'avait alors aucun sens de l'humour. Mais c'est vrai qu'on vous parle d'un temps où Batman tuait ses adversaires aussi. En 1954, le Comic Books Code imposera, entre autres aux méchants, de ne plus tuer ou mutiler. Conséquemment, le Joker n'est plus qu'un escroc aux armes de comédie. C'est ça, un clown, sauf qu'il vole, et n'effraie personne. On peut alors légitimement le trouver ridicule et disparaître à la publication, si difficile à croire que c'est, aujourd'hui, durant près de 20 ans. Sauf dans la série télé entre 1966 et 1968, incarnée par César Romero, aux armes certes toujours improbables mais risibles avant tout. On pouvait alors en dire autant d'autres méchants de comics dans ce thème. Le Trickster dans Flash, Punch et G. Willy dans Captain Atom, Harlequin dans la première Lanterne Verte, tous parmi les moins efficaces des vilains. Harlequin étant même en fait amoureuse de la lanterne, elle ne lui aurait fait aucun mal. Jusqu'aux années 70 donc, les clowns étaient toujours une figure rassurante pour les enfants, et des intervenants appréciés lors de leurs anniversaires ou pour ceux qui étaient hospitalisés. Ils pouvaient aussi à l'occasion venir divertir les adultes malades. La plupart n'étaient pas des professionnels ayant travaillé dans des cirques, mais des bénévoles. Tel était le cas de John Wayne Gacy, né en 1942 et mort en 1994, un Américain qui résidait à Des Plaines, près de Chicago. Il avait fondé une entreprise de construction, mais à ses heures perdues, s'était fabriqué les costumes de Pogo ou Patches, dans un style plus patchwork, les clowns. Depuis 1972, il se déguisait à l'occasion de collectes pour le Parti démocrate, d'anniversaires dans le voisinage ou pour des visites aux enfants des hôpitaux. Il peignait aussi des portraits de clowns qui ornaient sa maison. Ajoutez à cela son engagement dans les bonnes causes de la communauté et ses dehors affables, tous ses voisins le décrivant comme adorable, et on lui donnait le bon Dieu sans confession. Bien sûr, son entourage n'ignorait pas qu'il avait fait 1 an de prison en 1968 pour viol sur un adolescent, car pour rappel, le crime de sodomie existait encore dans les lois américaines, mais on pensait qu'il s'était rangé une fois sa dette payée à la société. En réalité, John Wayne Gacy avait bel et bien pris sa leçon, mais pas comme on le croyait. Son idée, c'était maintenant plutôt éviter toute nouvelle plainte de victimes. En 1978, la police enquête sur la disparition de Robert Pist, un adolescent vu pour la dernière fois en compagnie de John Wayne Gacy, qui voulait lui proposer un travail. En outre, d'autres de ses jeunes employés, comme David Cram, l'avaient accusé d'agression sexuelle. La police perquisitionnera chez lui et trouvera des objets compromettants, tels qu'une paire de menottes, un garrot, des effets personnels n'appartenant visiblement pas à Gacy. Enfin, un policier reconnaîtra l'odeur caractéristique des corps en décomposition. Et jusqu'alors, John Wayne Gacy expliquait la puanteur à ses voisins par une fuite d'égout. La police creusera à partir du 21 décembre 1978 dans le vide sanitaire sous la maison et y trouvera 27 corps. 5 autres ayant été jetés dans la rivière des Plaines, faute de place. Pourquoi ? Comment ? Non seulement à cause de la loi, mais aussi d'un père brutal, prompt à le traiter de échochotte, Gacy n'avait jamais accepté sa bisexualité. Il avait été marié 2 fois. Il aurait pu se contenter de liaisons clandestines et eut d'ailleurs bien un employé pour amant, Mike Rossi, chez lui sous prétexte de logement professionnel et parfois complice de ses crimes. Mais selon la psychiatrie actuelle, Gacy tuait avec ses victimes une partie de lui qu'il désapprouvait. Est-il bien nécessaire de préciser l'impact de l'oxymore apparent d'un clown tueur dans les médias ? De nombreux parents durent avoir un frisson dans le dos, et pas seulement ceux qui avaient un jour engagé Pogo. Doute s'insinua. Et si l'homme que j'avais engagé pour l'anniversaire du petit dernier était un assassin ?
À l'époque, cela semblait avoir autant de sens qu'un Père Noël de supermarché ou une mascotte animalière de parc d'attractions, inculpé pour meurtre. D'autant que s'il n'était techniquement pas pédophile, Gacy s'attaquait presque toujours à des mineurs, donnant à ses crimes une aura nauséabonde d'abus sur enfants. Vous posez probablement nerveusement la question. Tuait-il vécu en pogo? Il est déjà certain que ses victimes avaient toutes été tuées sous le regard de clown en portrait chez lui. Mais ce n'est pas tout. David Cram, l'un des rares à s'en être tiré, a raconté avoir effectivement été assailli par John Wayne Gacy, vêtu en pogo. Comme d'habitude, il s'était retrouvé menotté sous le prétexte d'un tour de magie, mais, grand et costaud, il frappa Gacy et s'enfuit. Et combien de fois faudra-t-il le répéter? Ne laissez jamais un clown vous montrer un tour de magie. De surcroît, pendant les 14 ans que Gacy passa dans les couloirs de la mort, et pourtant il affirmait « Clown can get away with murder », les clowns peuvent s'en tirer même avec le meurtre, il peignit toutes sortes d'autoportraits de lui, en clown, de portraits d'autres clowns, d'autres tueurs comme Charles Manson, et enfin des images glauques comme des crânes formés de corps de jeunes hommes et coiffés de chapeaux de clowns. Dans les années 80, une sorte de transition s'opère. La figure du clown tueur fait son apparition dans le genre horrifique, même si cela ne va pas toujours de soi pour le spectateur. Dans le film Poltergeist, sorti en 1982, d'abord, s'opérera une combinaison avec la peur des poupées ou pédiophobie. Au cours de la scène de la marionnette clown, possédée par les esprits mauvais. C'est une image si ancrée dans les esprits que l'une des deux affiches du remake, sorti en 2015, fait la part belle à cette poupée. Dans le film Les clowns tueurs venus d'ailleurs, en 1988, on présentait des extraterrestres cannibales, venus d'un vaisseau spatial en forme de chapiteau, et usant d'armes de comédie détournées pour tuer, comme des tartes à l'acide. Toutefois, les clowns sont autant de costumes grotesques en caoutchouc, et le film fait presque l'effet d'une comédie horrifique. Tiens, bien vu cette chanson avec ce sample de Julius Fusick. Comment s'appelle cet air déjà? Toujours en 1988, le Comics Code presque abandonné depuis 20 ans avait déjà permis depuis un bout de temps au Joker de se remettre à commettre des crimes tout à fait affreux, d'avoir des armes dangereuses quoique toujours dans le thème, comme des fleurs à l'acide ou le buzzer au voltage létal ou encore le venin qui tue, en laissant un ictus à une victime littéralement morte de rire. C'est aussi cette année-là qu'il paralysera la première Batgirl en lui tirant dans la colonne vertébrale dans The Killing Joke, une histoire prévue hors continuité au départ mais qui sera intégrée à celle-ci, et aussi qu'il tuera le second Robin à coups de pieds de biche et de bombes dans A Death in the Family. Ajoutez-y son interprétation par un Jack Nicholson défiguré l'année suivante, qui est capable de rôtir un associé sur place avec son buzzer ou de lui coller une balle entre les deux yeux, et là, fini de rire si l'on peut dire. Le personnage deviendra définitivement l'un des plus dangereux et des plus redoutés des comics. Les dessins animés pourront un temps brouiller cette image, car il en vient à avoir peur du Creeper, un super-héros déjanté, à la fin de la série animée Batman dans les années 1990. Mais dans Batman Beyond, la fin du DCAU, ou univers animé de DC, créé par Paul Dini, remettra fermement le Joker dans sa réputation et rapporte comment son dernier tour de piste fut de kidnapper le Robin Tim Drake et de le torturer à coups d'électrochocs et de venin 3 semaines durant pour lui laver le cerveau, le tout alors qu'il n'avait que 12 ans. Et ce n'est pas sa compagne née dans ce même DCAU, Harley Quinn, qui allait améliorer l'image du clown, malgré qu'elle était au départ moins dangereuse et plus maladroite que lui. Les années auront vite fait la preuve que la version femme n'est pas moins redoutable. Et on enchaîne sur le sinistre Heath Ledger et ce même sourire de l'ange d'un homme qui rit. Pourtant, les années 80 continuent sur la lancée de la version non ironique. Ronald McDonald était alors dans toutes les pubs de la firme. Tandis que la série d'animation de 1987-1988, The Little Clown of Happy Town, était une version adorable. Je me rappelle même avoir possédé une poupée clown toute rose dans ce style, mais qui a vite disparu. Les poupées clowns étaient d'ailleurs encore relativement populaires. Mais le vrai coup de grâce commence en 1986 avec le roman Ça, ou It, Stephen King. Ce dernier avait été
inspiré par l'appellation de clown tueur donnée dans la presse à John Wayne Gacy. Il imagine non pas un tueur humain, mais pire encore, un vrai monstre, une araignée géante et cannibale, qui prendrait l'apparence d'un clown pour inspirer confiance aux enfants, ironiquement, et tuerait ceux-ci, plutôt que des adolescents. Et cruauté supplémentaire, il ressemble au bien-aimé Bozo, de façon tout à fait volontaire. En outre, il peut surgir de n'importe où, y compris sous une plaque, d'égout, ou l'évacuation de la douche. Il peut prendre l'aspect de n'importe qui, comme les proches de ses victimes, créer d'horribles hallucinations et n'est vu que des moins de 12 ans. Les adultes ne comprendront jamais ce qui se passe. Les 6 préados sur qui ça s'acharne le surnomment de la sorte, faute d'être sûr de sa vraie nature, mais son aspect clown est surnommé Gripsou, ou Pennywise en VO. Lire la description d'un tel monstre devait déjà être impressionnante, mais en 1990, une adaptation en téléfilm est tournée avec Tim Curry. Celui-ci était grimé de façon si convaincante qu'il faisait même peur aux membres de l'équipe de tournage. Le téléfilm est diffusé partout dans le monde à partir de 1993, et très nombreux sont les coulrophobes qui le citent comme point de départ de leur peur, pour l'avoir vu étant trop jeune. Ce n'est pas une légende urbaine. Ayant déjà 14 ans, mon visionnage de ça, téléfilm en tout cas, il ne m'a pas empêché de dormir, mais j'ai pu constater de mes yeux l'apparition de la coulrophobie chez des téléspectateurs plus jeunes. Histoire de boucler la boucle, Gripsou fut peint par John Wayne Gacy lui aussi. Mon Dieu, tout est lié. Ceux qui n'étaient pas devenus insomniaques furent, pour les artistes en tout cas, inspirés par ce nouvel archétype de monstre traditionnel. Déjà, les portraits de clowns sanguinolents ou aux dents longues sont légion. Mais les méchants fictionnels appartenant à cette catégorie ont abondé encore plus dans les années 1990. Comme si on savait que cela fera frissonner le lecteur, spectateur ou joueur à coup sûr. Twisted American Horror Story Freak Show est un serial killer inspiré de Gacy, mais en pire. Zombozo le bien nommé dans Ben 10, Freak Show dans Danny Phantom, Hisoka d'Hunter x Hunter, Pierrot dans Tokyo Ghoul, Zibo dans Fais-moi peur, Captain Spaulding dans La Maison des Mille Morts, Sniro dans Achitalon, Joker-sama dans Persona 2, Shaco dans League of Legends, Rainbow dans Les Super Nanas, Kefka Palazzo dans Final Fantasy VI, Laughing Jack et Jill de la creepypasta du même nom. Violator dans Spawn cache un monstre comme Gripsou, un démon dans son cas. Tahiti Bob a toujours cherché à tuer Bart Simpson, déjà traumatisé par sa tête de lit d'enfant. Ça ne fait que commencer, Bart. Personne n'a dit à Homer que c'était pas une bonne idée de mobilier pour un enfant. Dans Le Brave Petit Grippin, pourtant film pour enfants, le grippin éponyme cauchemarde qu'il est prisonnier d'un incendie. Mais l'arrivée d'un pompier n'est pas pour le rassurer car il a l'aspect d'un clown maléfique. La peur profonde de Riley dans Vice Versa et Jangles, le clown qui l'a traumatisé quand il est venu animer son anniversaire. Donc bien tenté, mais trop tôt c'est trop tôt. Et ça impressionne durablement certains enfants. Alex dans Buffy contre les vampires se révélera avoir eu le même trauma dans l'épisode de Billy, car ses parents ont eu la mauvaise idée de faire venir un clown pour animer ses 6 ans. Une décennie après, c'est encore son pire cauchemar. Dans les décalés du cosmos, c'est une planète entière qui est habitée par les sales clowns. Leur chef, Dark Bobo, est d'ailleurs l'ami principal. Et n'espérait pas trouver de la compréhension auprès de sa fille. Encore que, tous ces clowns sont souvent plus hilarants que menaçants vu le contexte parodique. Dark Bobo est dominé par sa femme, notamment. Et puis, le tout est avec les indispensables corollaires, c'est-à-dire le rire qui devient vite diabolique, les grimaces effrayantes, les dents longues et la musique de cirque, bien horrifique. Faut-il s'étonner qu'entre les années 1990 et 2010, dans ces conditions, de plus en plus d'enfants et parfois d'adultes soient allés au cirque à reculons par crainte du numéro des clowns. Ajoutez-y le plaidoyer pour ne plus enfermer d'animaux sauvages, et le métier ne risque plus de trouver son salut que dans le Cirque du Soleil par exemple, sans animaux, mais aussi sans clowns traditionnels, remplacés par des versions indissociables d'aimables grands-pères, au maquillage beaucoup plus léger. Pour animer les anniversaires, on a aussi observé ces derniers temps un recours plus fréquent aux prestigitateurs et aux personnes déguisées aux super-héros ou en princesses.
Même principe dans les hôpitaux, où bien des clowns volontaires ont pu constater ces dernières années qu'ils soulèvent des vagues de panique. Ainsi, les Hollandais de Cliniclown, c'est-à-dire une association caritative de clowns, selon une étude de 2008, tous les 250 jeunes patients, jusqu'à 16 ans, interrogés, les avaient trouvés effrayants. Ronald McDonald, qui était l'un des rares derniers exemples non ironiques, a disparu de la plupart des publicités de la firme depuis 2003. On ne voit d'ailleurs plus du tout ses amis du McDonald's Land, sinon sur le mobilier des coins à gamins des restaurants. Ou alors, il est exclusivement dans des spots de chaînes pour enfants, et de toute façon, à coup de remontage effrayant, c'est même quasiment un sport national au Japon, et des dites pubs, de cosplay venus droit de l'enfer ou de caricatures en tout genre, surtout quand il s'agit d'énoncer la malbouffe, on prête facilement à Ronald de mauvaises intentions, notamment dans le court-métrage de Gorama. Les suggestions Google à ce propos ne sont jamais bien loin. Par une coïncidence malheureuse, son code couleur, c'est-à-dire en jaune, avec le visage blanc et les cheveux rouges, correspond en effet à celui de Gripsou. Les crossovers avec lui ou le Joker ne sont pas rares. Faut-il attribuer à cette mauvaise presse la disparition finale de Ronald? Depuis 2014, il est remplacé depuis par Happy, une boîte Happy Meal parlante. Croyez-le ou non, certains cirques sont aujourd'hui dans le thème gothique ou horreur, et conséquemment de tels clowns y abondent. Car oui, il y a des gens qui payent pour voir ça apparemment, notamment le Circus of Horror et le Carnival de Diablo. Et certains anniversaires, parfois d'enfants, sont animés par des gens grimés en clowns maléfiques devenus un thème à part entière. Les contrats de certains incluent de suivre à distance et de harceler au téléphone l'intéressé plusieurs jours pour finir par le coincer et l'entarter. Le tout pour faire une farce élaborée au destinataire, mais je doute qu'il ou elle apprécie. Heckle et Twitch, leur site internet n'indique pas ce qu'ils comptent y faire si vous voulez leur demander d'animer votre fête d'Halloween. Ciel, mais n'existe plus donc aucun clown non ironique de nos jours dans la culture? Hélas non. Si un clown ne cherche pas à vous tuer, c'est que paradoxalement, il est triste. On songe de prime abord à la chanson d'Edith Piaf « Bravo pour le clown », quand cette dernière chantait comment le héros se retrouvait à l'asile. Et que dire de la Strada de Fellini? C'est vrai qu'un gars qui ne présente que des dehors joyeux, ça paraît suspect à force. Et depuis les années 1990, ça ne s'est pas arrangé. Dans Les Simpsons, en raison d'une enfance influencée par Bozo pour les auteurs, Krusty, l'idole des enfants, paraît de bonne volonté. Sauf que côté coulisses, il est parfois négligent en matière de sécurité concernant ses produits dérivés et surtout est dépressif, en conflit avec son père, accro à diverses substances, blasé, et histoire de ne pas déroger à la nouvelle tradition, les poupées à son effigie sont tueuses dans un épisode spécial Halloween. Que dire de Toy Story 3 où l'on apprend que les 3 jouets préférés de la petite Daisy étaient le nounours Lotso, c'est-à-dire le grand méchant, le poupon Big Baby et un clown de caoutchouc au nom prédestiné, Rictus, jusqu'au jour où elle les oublia sur une aire de pique-nique. Le tout nous est conté par un slam de Rictus, doublé par Grand Corps Malade, en VF, histoire d'enfoncer le clou. Rictus ne ressemblerait-il pas à Jangles par plus grand des hasards? Parce que Rictus aurait dû être le méchant, avant que ce rôle ne revienne à Lotso et à son aspect coupable moins évident. Décidément, Jangles conservera le premier design de Rictus et deviendra le pire cauchemar de Riley dans Vice Versa. Quant à la marque québécoise de granité Slush, qui signifiait littéralement gadou, ils avaient déjà l'habitude de marketing décalé vu leur nom de parfum. Liposuction, sang-froid, goudron sauvage, rose beef, rapport à la couleur et non pas aux ingrédients, rassurez-vous. Mais pour leurs 10 ans, outre des clowns salement amochés dans leurs affiches, les spots télé les voyaient se faire découper ou déchiqueter avec des confettis en guise de sang, le tout sans cesser de rire, comme pour nous rappeler qu'ils ne sont pas humains. Le plus étrange reste les commentaires YouTube sur ces pubs, comme « bien fait » de la part de coulrophobes rancuniers. Série Charmed combinera même le clown triste et maléfique dans un combo infernal, avec l'épisode de Marchand de sable. Celle des sœurs qui cauchemardent, c'est Phoebe, qui se voit poursuivie par un serial killer façon Vendredi 13 dans ses rêves. Par comparaison, le rêve de Paige est triste, parce qu'elle voit les invités du baptême de son futur neveu, qui est demi-être de lumière comme elle,
fuir la fête, tandis que sa poupée clown d'enfance prend vie et affirme que tout le monde se fiche du bébé. Reste que même dans le monde réel, cette poupée crispe ses sœurs, et le visage grimaçant qu'elle affiche en rêve n'est pas pour rassurer. Plus tard, le clown devient réel, tout comme les rêves des deux autres sœurs, et bien qu'il n'en veuille pas la vie de Paige, et seulement la chagriner, c'est entendre ses constants babillages où il s'exprime comme une version maléfique, qui pousse les sorcières excédées à tenter de comprendre leurs rêves. Paige en viendra à la conclusion qu'elle fait un parallèle inconscient entre cette naissance et la sienne qui avait dû rester secrète. Triste et maléfique, le combo de l'enfer? Pensez-vous, être maléfique suffit le plus souvent. Après tout, les clowns sont l'idée de Satan de ce qui est drôle selon Internet. Si on tape clown sur Google aujourd'hui, non seulement clown tueur et clown qui fait peur seront les premières suggestions qui viendront, mais déjà la page avec ce seul mot sera bourrée d'images en ce sens, à commencer par Gripsou, alias l'obsession du siècle, visible très vite, même avec la requête et clown gentil. À croire que c'est devenu un paradoxe insurmontable que d'imaginer gentil aller de pair avec ce métier maintenant. Mais me diriez-vous, en dehors des comédiens spécialisés, il n'y a quand même plus dehors de vrais dingues portant un tel déguisement, encore moins prêts à vous faire la peau aussi? Eh ben, plus ou moins. Inspiré par le film Les Clowns Tueurs venus d'ailleurs, un duo de rappeurs américains créera le groupe Insane Clown Posse, ou le gang des clowns fous. Après tout ce thème, pourquoi pas? Leur maquillage n'est pas si éloigné de ceux qui s'étaient déjà vus sur Kiss. Pour vous donner une idée, voici leurs différentes couvertures d'albums. Leurs fans ne devaient pas tarder à créer le style dit Giallo, un courant musical dont se réclameront tous les groupes qui ont marché dans les traces d'Insane Clown Posse. Du genre, reprendre la parade des éléphants roses de Dumbo et dire que nous trouvions que l'original était perché. On reconnaît les adeptes à ce même maquillage lourd et des habits colorés. Simple mouvement de mode? Usuellement oui. Mais en 2014, les adeptes ont été enregistrés comme danger potentiel par la police américaine, après des agressions commises par un certain gang Giallo. Ici, vous avez les logos officiels, Hatchetman et Hatchetwoman. Peut-on parler de hasard si les incarnations live, parmi les plus récentes d'Harley Quinn et du Joker, empruntent à ce style, si ce n'est le maquillage, sans oublier l'apparence de l'activiste écologiste et végétalien Meiji Xi Jack, alias Maxime Ginolin. Certes, c'est pour la bonne cause, et son maquillage pourrait juste évoquer la scène métal. Reste qu'il se grime parfois en Ronald McDonald lui aussi. Et s'il nous kidnappait, on serait sans doute aussi peu rassuré que l'industriel qui apparaît dans son film, Le Jugement. Même principe sans doute derrière la série allemande de Clown, entre 1996 et 2001, dont le héros est aussi du côté du bien, mais qui clairement a choisi son masque dans le but lui aussi d'instiller la terreur dans le cœur des criminels, et non pas les faire exploser de rire quand ils se montrent. En fait, la coulrophobie rampante, bien qu'elle ne figure jamais au tome 10 des peurs les plus répandues, est si présente qu'un rien peut faire basculer dans la psychose aujourd'hui. Vous savez sans doute qu'avec l'avènement de YouTube, les caméras cachées innocentes façon surprise, c'est fini. Des amateurs, voire des pros comme dans Peur Surprise, créent parfois des scènes élaborées à base de fantômes, vampires et autres serial killers fous, à se demander ce qui se passerait s'ils croisaient une victime cardiaque. La fausse fillette fantôme, par exemple, est un grand classique. En 2014, les Brésiliens de DMC Pranks n'en étaient pas leur coup d'essai. Ils étaient déjà derrière diverses farces ayant quelque peu écorné le Père Noël. Là, peu de gens fuyaient dès le départ. Cette année-là, ils créèrent le Scary Clown Prank, consistant en un comparse portant un masque de clown effrayant et éclatant la tête d'un mannequin, plein de faux sang émaillé, ou brandissant une tronçonneuse allumée devant témoins. Ceux-ci ne chercheront jamais à se défendre et prendront toujours immédiatement leurs jambes à leur cou. Surtout que, d'abord, le clown ajoutera sa panoplie d'horrifiants effets sonores comme boîte à musique, sifflements, chantonnements, rires diaboliques et des cris de « Je vais vous tuer ». Ensuite, le farceur initial ne restera pas seul longtemps. Un puits de clowns le rejoindront, ont un sosie exact de Gripsou. On peut soupçonner, au vu de leur réaction, que certaines victimes étaient coulrophobes. Celle qui, coincée entre deux clowns sur un pont, préféra sauter à l'eau,
et l'homme qui verra Gripsou occupé à tronçonner un mannequin à la sortie de l'ascenseur. Ces cris et le long temps qu'il mettra à presser le bouton prouvent qu'un de ses cauchemars récurrents avait dû prendre corps. Ce sont ces vidéos qui inspirèrent quelques mauvais plaisantins en France fin 2014. On rapportera des témoignages concernant des personnes déguisées en clowns effrayants, mais sans caméra invisible. Le but pouvait aller de simplement faire détaler les témoins en brandissant une batte ou une tronçonneuse, à des raquettes et agressions physiques. Le scandale fut d'autant plus grand que les lieux concernés étaient souvent les écoles à l'heure de la sortie. Cela fit florès. En 2013 déjà, à Northampton, au Royaume-Uni, un étudiant déguisé en Gripsou avec des ballons à la main observait les passants. On en aurait aussi vu en Californie ou au Nouveau-Mexique. Au bout de 3 semaines de psychose, des chasseurs de clowns se créèrent et allèrent jusqu'à fonder une page Facebook qui avait au départ Bozo pour avatar. Selon Stephen King, sur son compte Twitter, après que ça ait été adapté au cinéma, il est maintenant adapté à la vie réelle. Mouahaha. Et croyez pas si bien dire. En 2016, tout recommence ça, mais aux États-Unis cette fois. Et là, Stephen King ne riait plus et demanda sur son Twitter de ne plus imiter ça. Car bien sûr, tout le monde se posait alors la question. Et s'il y avait parmi eux un imitateur de John Wayne Gacy qui ne s'en prendrait pas qu'aux adolescents? Diantre, sont-ils devenus dangereux au point qu'il leur faille leur Van Helsing personnel? Mais au fond, les clowns ne seraient-ils pas revenus à leur racine de monstres de la chasse sauvage? N'oublions pas cela, rapporte à propos des Lequins le guide du chasseur de fantômes. Derrière les grimaces du clown, derrière le masque du bouffon, c'est l'ancien dieu des armées des morts qui nous observe de son regard d'outre-tombe. Si après tout cela vous souffrez de coulrophobie, et on comprend, ce n'est pas une fatalité. Voyez si vous frissonnez en regardant un Pierrot lunaire, puis un clown blanc, puis Achille Zavata, puis Bozo, etc. Ça marche pas? Alors rencontrez un vrai clown et discutez avant qu'elle ou il ne mette son maquillage. Regardez-le ou regardez-la, ensuite l'appliquez. Savoir qu'il y a dessous une vraie personne et non pas un monstre peut suffire à rassurer. Ça ne suffit pas? Mettez vous-même un tel costume. Non, vraiment. Savoir que c'est vous là-dessous, quand vous vous verrez dans un miroir, peut grandement calmer vos craintes. Peu avant sa mort, John Wayne Gacy, qui avait toujours été vantard et narcissique, se targuait d'avoir inspiré moult films et livres, mais avait exagéré leur nombre. S'il se trompait sur ce point, en revanche, l'un des livres inspirés par son histoire, ça, a imposé un nouveau standard dans l'horreur. Indirectement, à travers l'œuvre de King, devaient se créer des dizaines de personnages inquiétants. Certains super-vilains regagnaient en respectabilité et en dangerosité, un courant musical se créait, et des millions de gens devenir phobiques. En cela, Gacy est bel et bien passé à la postérité. Bouf! Bon! Une petite musique de tour de piste, celle de Julius Fusick, si connu pour cet usage, histoire de détendre l'atmosphère, voyons. Elle s'appelle... Comment ça, c'est en réalité une marche militaire? Et ça s'appelle l'entrée des gladiateurs? Ça parlait en fait de ce genre de cirque-là, moriturité salutant, tout ce temps? Ah, tout est lié, Mulder. Tout est lié. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.